Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Après 8 ans d'absence, vous avez retrouvé la voix qui vous a permis de faire de la vôtre un timbre reconnaissable entre mille. Vous avez enregistré un disque fleuve qui mérite des vagues d'applaudissements. Bonjour Michel Jonas. Bonjour. Et 8 ans d'absence avant ce disque, La Méouge, le Rhône et la Durance, qui est un petit monument dont on va parler tout à l'heure, puisque le principe des clés d'une vie, c'est de vous raconter à travers des dates clés. Hein. D'accord. Donc on va revenir bien avant ces 8 ans d'absence à une date importante qui est le 2 janvier 1961. Ça ne vous concerne pas directement, mais c'est la première de cette chanteuse à l'Olympia. Quel vieux copain, que t'as en moi, mon vieux Lucien. Edith Piaf. Alors cette chanson, elle se trompe au milieu. Elle la reprend et comme ça a marché le premier soir, elle a fait ça tous les soirs. C'est pas vrai. Tiens, je ne connaissais pas cette anecdote. Alors c'est vrai que Piaf, pour vous, c'est un déclic, Oui, Michel Jonas. C'est un déclic. D'abord, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit au début. C'est pas 8 ans d'absence. C'est en fait 8 ans d'absence par rapport aux albums. Oui. Non, par rapport aux albums. Mais j'avais des tournées. J'ai fait plein de Bien tournées. sûr. J'étais tout le temps sur scène. Et justement, pour écrire, pour composer, pour me plonger dans l'aventure d'un album, il me faut de la tranquillité. Et il y a eu, comme ça, cette période-là, parce que j'avais 2 spectacles, le piano-voix, peut-être on en reparlera, Oui. et le gros spectacle groove avec tous les autres musiciens. Donc j'étais tout le temps sur les routes et donc ça m'empêchait d'être tranquille pour écrire. Et il y a eu une période comme ça, avant l'écriture de cet album, où j'étais tranquille. Voilà, c'est pas 8 ans où je n'ai rien fait. Et effectivement, il y a eu du théâtre aussi. Alors pour revenir à Piaf, effectivement, ça a été une de mes premières, parce qu'il y a eu quand même avant, moi j'ai eu une enfance qui était, j'étais dans la musique, quoi, hein, mes grands-parents et mes parents d'origine hongroise, juive hongroise, et puis on écoutait chez mes grands-parents toujours la musique tzigane hongroise qui m'a beaucoup marqué, influencé. D'ailleurs, je crois que votre grand-père était cordonnier à Budapest et qui chantait des opérettes. Ah non, alors là on mélange parce que en fait, ah oui, mon grand-père paternel était effectivement cordonnier et qu'il a rencontré sa femme, donc mes grands-parents, donc paternels, ils se sont rencontrés sur une scène d'opérette. Voilà. Et il y a aussi mon grand-père, dont j'ai raconté l'histoire à travers une pièce de théâtre, Abraham, qui lui était dans un petit village qui s'appelle Beretio-Iforu en Hongrie, et qui était cantor, lui qui chantait dans les synagogues, et dont j'ai raconté l'histoire à travers cette pièce. Donc oui, j'étais dans une ambiance déjà, mes parents adoraient la chanson française, ils écoutaient tout le temps la radio, etc. Et un jour, mon père me prend par la main, je ne me rappelle plus à quel âge c'était, mais j'étais jeune, effectivement très jeune, et il me dit, je t'emmène voir quelqu'un, il faut que tu vois cette femme. Et il m'a emmené, et on a été voir Piaf, et ça a été effectivement mon premier choc musical, mais je dirais surtout mon premier choc émotionnel, voilà. Alors, l'appartement où vivent vos parents avec vous, c'est un tout petit appartement. Ah oui, c'est une pièce. Une pièce. Une seule pièce où on vivait à 4, donc avec mes parents et puis ma sœur et moi. Et puis il y avait une petite cuisine. Les toilettes étaient sur le palier, mais voilà. Mais on était heureux, on était bien. C'était effectivement, c'était un petit appartement au 4e étage d'un immeuble qui existe encore à Drancy, aux 4 routes, pour ceux qui connaissent. Alors, vos parents sont rentrés quand ils étaient coiffeurs, Oui. et après votre père est devenu représentant de commerce. C'est ça, exactement, représentant de commerce dans les vêtements pour femmes et pour enfants. Et il y avait quand même les vacances au bord de la mer. Oui. Ça, c'était quelque chose d'important. D'ailleurs, il y a une chanson qui, pour moi, est une belle chanson du monde, qui symbolise cette époque. Paroles de Pierre Gross, musique de Michel Jonas. On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. C'est vrai cette histoire ou parce que... Eh bien oui, c'est vrai, à la petite différence qu'on partait pas forcément avec mon père et qu'il venait nous rejoindre. Parce qu'il travaillait, mais c'est vrai que même si les paroles ne viennent pas de moi, c'est vraiment des histoires une histoire que j'ai vécue et qu'on vivait chaque année. Et c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, on prenait le train, qu'on arrivait, c'était souvent à Cannes. Et on arrivait. Et puis ma mère cherchait un petit appartement à louer, comme ça, dès qu'on arrivait sur place. Donc on se retrouvait dans un petit appartement. Mais ça n'avait aucune importance parce que moi, mon plaisir, c'était d'être dans l'eau. C'était de me baigner, c'était d'être sur la plage, pas les plages privées bien sûr, ça commençait déjà à l'époque, mais il y avait quand même beaucoup plus de plages publiques que de plages privées.
Et cette histoire est vraie, c'est-à-dire, ouais, on passait devant, c'était quoi, le Carlton à Cannes. On passait devant, on n'avait pas de, si vous voulez, de jalousie. On se disait pas, oh mince, si on avait de l'argent, on habiterait là, on s'en foutait complètement. Et puis, moi, ce que j'adorais, c'est me promener dans ce port de Cannes où il y avait les yachts immenses, et puis je rêvais, parce que vous savez, l'imaginaire d'un môme, je rêvais, je choisissais mon bateau, je me disais, c'est celui-là le mien. Ah non, tiens, puis j'en ai deux, puis c'est celui-là l'autre. Donc, on était heureux, oui, c'est vrai. D'ailleurs, cette chanson qu'on dit nostalgique, il y a beaucoup de gens qui me disent, ah, vous savez, hein, Jonas, cette chanson, moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu dans mon enfance. C'est ça qui fait qu'une chanson touche les gens, c'est que ça les ramène à leur propre histoire, à leurs propres émotions et sentiments. Mais c'est pas d'ailleurs, la dernière phrase, mais c'était quand même beau, c'est-à-dire que c'était, voilà, on n'est pas heureux parce qu'on est riche, hein. On est heureux parce qu'on vit l'instant présent, avec bonheur, qu'il y a l'amour, qu'il y a la famille. C'est ça le bonheur. Alors, le rêve aussi, c'était très intérieur, puisqu'à l'école, vous étiez un enfant solitaire, qu'on appelait Baleine, d'ailleurs. La baleine, oui. Non, mais ça, c'était en référence à mon nom. Oui. La baleine Jonas. Et surtout qu'il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez... La baleine s'appelait pas Jonas, ouais. Mais vous savez que dans la Bible, il y a le prophète Jonas qui a été avalé par un gros poisson. Oui, mais il y a une baleine Jonas qui pesait, je crois, 58 tonnes, qui est venue un jour à la place des Invalides, exposée en 53. Mais je l'ai vue. Oui. Je l'ai vue parce que l'école nous avait amené. Elle est même passée par Drancy. Elle se promenait, cette baleine Jonas. Et effectivement, j'ai vu cette baleine grâce à une sortie de classe. Et en face, il y avait Eddie Barclay, Pierre Dac et Marcel Selmas, en humoriste, qui avaient installé un podium avec Nanar le goujon géant. Et il présentait le goujon géant pendant 3 fois par jour, et il faisait plus de monde que la baleine. Ah oui, certainement. Alors, parmi vos instituteurs, il y en avait un qui vous a marqué, je crois que c'est le fils de Maurice Thorez. Oui, tout à fait, le fils de Maurice Thorez. Cet homme avait... J'ai écrit une chanson pour lui, qui s'appelle « Le chausson aux pommes ». Pourquoi ? Parce que mon père... cet homme, j'ai dit mon père, ouais, c'est un lapsus, avait demandé à ma mère si je mangeais bien avant de partir. Et en fait, j'avais une angoisse d'aller à l'école. Ça m'angoissait, l'école. Et donc, j'étais incapable d'avaler quoi que ce soit au petit déjeuner. Elle lui avait dit, ma mère, vous savez, mon fils, il est un peu angoissé, il dit toujours qu'il a un peu mal au ventre, et puis il mange rien du tout. Et un jour, ce monsieur Thorez m'attend devant l'école, il me prend par la main, on rentre dans une boulangerie, il m'achète un chausson aux pommes, et je suis re-rentré dans cette cour d'école à Drancy, avec à la main mon chausson aux pommes, et je tenais dans l'autre main mon instituteur. Et j'ai eu une émotion, un sentiment parce qu'il y avait les autres mômes, il y avait ceux de ma classe qui me regardaient, et j'étais tellement fier que mon instituteur qui me tenait par la main et qui m'avait acheté un chausson aux pommes. Enfin, c'est un moment, voilà... J'en ai parlé dans une chanson qui s'appelle « Le chausson aux pommes ». Et son fils, justement, le fils de Maurice Thorez, a passé 4 ans à reconstituer la bibliothèque familiale, 10 000 livres, dont plusieurs dédicacés, qu'il a offert à la ville d'Évry. Et ils sont aujourd'hui disponibles sur Internet. Je ne savais pas. Voilà. J'ai eu envie de le recontacter. J'ai essayé d'ailleurs, je ne me souviens plus pour quelle émission, je leur avais demandé de le faire venir. Il n'a pas voulu. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il était trop âgé ou peut-être malade ou je ne sais pas quoi. J'aurais vraiment aimé le re-rencontrer, cet homme. Et pourtant, l'école, vous l'avez quitté sur un coup de tête du jour au lendemain, Michel Oui, Jonas. c'est vrai. J'avais quitté parce que je sentais que c'était pas mon truc et que là, j'étais largué depuis longtemps. Je l'ai quitté en plein cours où c'était en seconde. Et donc, je suis parti parce que je me disais non, ça va plus, quoi. Je suivais plus. J'étais largué, mais pas forcément en français ou un truc comme ça. C'était les maths, quoi. Et puis, voilà. Donc, je me disais non, là, c'est plus mon avenir. Ça sert à rien. Et que je suis revenu chez moi. Et je crois que ma mère a compris. Mon père était pas là, il était en voyage parce que lui, il faisait des tournées aussi, puisqu'il était représentant de commerce. Vous voyez, j'ai fait la même chose que mon père, en fait. J'ai fait des tournées comme lui. Et ma mère a rien dit parce qu'elle a compris, quoi. Elle a compris que ça servait à rien d'insister. Ils avaient déjà insisté en m'inscrivant 2 fois dans une école privée, alors que mes parents étaient vraiment d'origine modeste. Hein. On habitait dans un HLM. Après avoir quitté Drancy, on a été vivre dans le 15e, dans un HLM qui existe toujours d'ailleurs. J'ai toujours une émotion quand je passe devant à la Porte Brancion. 1 et 3 avenue de la Porte Brancion, il y a des HLM. On habitait là au 10e étage. Donc vraiment, mes parents étaient d'origine très modeste. Et ils avaient quand même fait l'effort de me payer 2 années une école privée. À un moment donné, ils ont bien compris que ça servait plus à rien.
Oui, et vous avez fait beaucoup d'autres choses. Oui. Et on va en parler dans quelques instants à travers une autre date, le 31 octobre 1964. A tout de suite sur Sud Radio avec Michel Jonas. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Michel Jonas, mon invité bas la mesure. On parlera tout à l'heure de votre nouvel album. Et on revient à une date importante, le 31 octobre 1964. Alors, ça ne vous dira peut-être rien. C'est une émission de télévision qui s'appelle Main dans la main, où il y a un groupe qui s'appelle Kenty et les Skylarks. Oh là là. Avec un présentateur qui vraiment semble débutant et tient le micro loin de lui. Et vous êtes là-dedans, comme C'est musicien. vrai, c'est On vrai. vous dit lycéen alors que vous ne l'êtes plus. Non, je ne le suis plus, et je me souviens bien de Kenty et les Skylarks, puisque c'était mon premier groupe. Vous savez, c'est une époque, les années 60, où il y avait des groupes qui se créaient toutes les 3 minutes. Oui. Donc effectivement, c'est avec ça que j'ai commencé à apprendre le piano. À apprendre, c'est vite dit, mais à savoir ce que c'était qu'un accord majeur, mineur, et où étaient les touches sur le piano. Je me souviens très bien de ça. Et d'ailleurs, oui, ça a été filmé, cette chose-là. Oui. Oui, j'ai vu un petit film de ça où on me voit 2 secondes comme ça. C'est drôle, hein. Voilà. Et vous ne connaissez pas le solfège, vous jouez du piano, mais vous n'avez jamais appris à lire une partition. Non, je ne sais ni lire ni écrire la musique, et au fur et à mesure du temps, j'ai appris le minimum utile pour composer. Qu'est-ce que c'est une chanson ? C'est un texte, une mélodie, mais la mélodie est soutenue évidemment par des harmonies, les accords. Donc j'ai appris petit à petit à savoir ce que c'était qu'un accord majeur, mineur, septième majeur, diminué, etc., neuvième, etc. Et avec ça, à partir du moment où je sais les jouer sur un piano, eh bien je peux m'accompagner, je peux même m'accompagner en chantant. Effectivement, ça m'arrive sur 1 ou 2 chansons pendant un spectacle, mais surtout, c'est juste utile pour composer. Non, je ne suis pas un bon pianiste, mais je me débrouille et ça me suffit pour composer. Là, il y a un merveilleux pianiste, en revanche, qui est une de vos idoles, parce que vous l'avez rencontré à Antibes, et je crois que l'une de ses chansons est un de vos refrains clés. Ray Charles. Et Ray Charles, c'est un souvenir fabuleux, je crois, pour vous, Michel Jonas. Oui, parce que donc je vous ai raconté mes débuts, c'est-à-dire avec la chanson française. J'ai d'ailleurs voulu rendre hommage aux différentes sources d'inspiration qui ont été donc la chanson française, la musique tzigane hongroise et le blues et le rock'n'roll. C'est des inspirations musicales, mais surtout, ce sont des inspirations concernant l'émotion, l'état émotionnel dans lequel j'étais quand j'écoutais par exemple la fameuse musique tzigane hongroise avec les violons qui pleuraient, avec les visages de mes grands-parents que je voyais se transformer parce qu'ils pensaient à leur pays. Cette musique, voilà, je les voyais la larme à l'œil. La Piaf, ça a été un état émotionnel incroyable, et je pense que ces états-là, c'est ce que je recherche quand je compose, c'est ce que je recherche quand j'écris et quand je chante. Donc la chanson française qui a joué un rôle très, 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 très important. Moi, j'ai eu la chance de commencer ma carrière artistique dans une époque bénie pour ça, c'est-à-dire les années 60. 70, c'était quoi ? C'était une période de transition où il y avait cette très grande, que vous connaissez bien, cette très grande tradition de la chanson française, c'est quoi ? L'importance des mots, l'importance du texte, l'importance des histoires qu'on raconte, des sentiments et des émotions. Ça, c'est la tradition de la chanson française. Moi, j'étais très fan de Brassens, de Brel, donc de Piaf, de Ferré, etc. Mais, d'un seul coup, arrive une musique qui était notre musique à nous, les ados. Moi, j'étais ado dans les années 60. Voilà. Et effectivement, ça a été pour moi le déclic. Ça a été Ray Charles, ça a été What I Say que j'ai écouté un jour dans une maison de jeunes, ou dans une maison de jeux. Vous savez, où il y avait des flippers, etc. Il y avait toujours un jukebox. Oui. Voilà. Et du jukebox est sorti What I Say. Donc, c'est-à-dire qu'il y a... évidemment que je ne reniais pas mes racines, mais d'un seul coup, je me retrouvais dans un truc. C'est ça qui m'a donné envie de faire de la musique. Mais en même temps, qu'est-ce que je faisais de mes racines ? Je ne les oubliais pas. C'est-à-dire l'importance du texte dans la chanson française, la nostalgie, la mélancolie de la musique tzigane hongroise, et d'un seul coup, une pulsion rythmique, une batterie, une basse, un truc qu'on n'avait encore jamais entendu. Donc, je crois que dans
toute ma vie artistique, j'ai essayé de faire ce lien. Alors Ray Charles, justement, vous l'avez rencontré, Michel Jonas. Ray Charles, je l'ai rencontré puisqu'on a partagé la même scène au festival de jazz d'Antibes et dans un autre festival exactement à 2 reprises. Et j'ai eu la chance effectivement de le rencontrer. J'ai 2-3 photos de nous deux. Je suis très fier. Oui, ça a été effectivement mon idole parce que ça symbolisait la musique qui m'a donné envie d'en faire. Ça symbolisait la musique qui m'a donné envie de poser mes mains sur un piano. Et Ray Charles, un jour, il fait l'Olympia pour ses 70 ans. Et puis les musiciens sont bloqués à Lisbonne. Il a changé les arrangements en un après-midi. Il a fait ça tout seul au piano avec une guitare. Ah oui. Non. C'est bon. extraordinaire. Oui, je ne savais pas ça, mais ça ne m'étonne pas. Alors ensuite, il y a eu un groupe avec Vigon, Oui. qu'on a revu dans Star Academy. Et puis ensuite, il y a eu un orchestre que vous avez créé, les King Set. Le King Set. Avec même une chanson. Acier trempé, Oui. mon cœur blindé. Il fallait ressentir Apesanteur qui a eu un certain succès. Oui, elle passait à la radio. En fait, le disque, c'était un 45 tours. À l'époque, on faisait des super 45 tours avec 4 chansons. Mais effectivement, cette chanson Apesanteur est passée beaucoup à la radio. Et puis, mais c'est tout. On n'a pas vendu beaucoup de disques. Et puis, de toute façon, un an ou deux, ensuite, 2 ans après, ça c'était en 67, je crois. C'est ça. Voilà, Apesanteur. Donc je pense qu'en 68, le groupe s'est dissous. Voilà, un an après. Et puis vous faisiez des petits nightclubs avec Oui. peu de cachets. Ah, on a fait des nightclubs, on a fait des tournées. Et puis je chantais surtout, bon, il y a eu ce premier 45 tours en langue française, mais surtout avec ce groupe, le King Set. En fait, ça a commencé avec Vigon. Vigon et les Lemons, donc j'étais le pianiste de Vigon. Et un jour, Vigon m'a dit, on se voit toujours avec Vigon, je l'adore, et il m'a dit, il faut que tu chantes une chanson avant que moi je monte sur scène. Et donc c'est lui qui m'a... Et j'avais choisi un blues de Muddy Waters, un standard qui s'appelle Uchi Kuchi Man. Et avec le King Set, on avait un répertoire très rhythm and blues, c'est-à-dire je chantais le James Brown, Otis Redding, Wilson Pickett, etc., Sam Dave, c'était ça mon répertoire. Et puis, effectivement, à un moment donné, je me suis dit, mais bon, la langue française, elle est belle. On parlait hors coulisses de Trenet. Trenet a été un des premiers à montrer que la langue française pouvait swinguer, hein, des Bidelais, des Bidelot, etc. Bon, ben, puis il y a eu Nougaro, etc. Donc la langue française est très riche et elle swing, contrairement à ce que certains groupes de l'époque des années 60 pensaient que non, il faut chanter en anglais, il n'y a que l'anglais pour le rock'n'roll, il n'y a que l'anglais pour le rhythm and blues. C'est faux. La langue française est tellement riche qu'elle s'adapte à n'importe quel style de musique. Donc oui, on a fait ce disque en 67, et puis j'ai signé un contrat dans une maison de disques, et puis voilà. Alors, il y a quand même eu vos débuts de chanteur, vos vrais débuts de chanteur, Michel Jonas, c'est au Salon de l'Enfance, dans un concours qui s'appelait le Podium des idoles d'après-demain. Oui, c'est vrai, comment vous savez ça? C'est vrai, j'avais reçu même un télégramme pour me dire que j'avais été sélectionné pour la finale des idoles d'après-demain. Mais en fait, j'y ai pas été. Mais je me rappelle que j'avais chanté, et le bassiste était le bassiste de Brassens, Pierre Nicolas, qui a dû faire un cachet là en passant, voilà. Et j'avais chanté I'm Watching You, qui était une chanson que chantait Sylvie Vartan. Oui, et que Paul Anka lui aussi avait chanté. Ah ouais. I'm watching you to see what you're doing without me. Ça, c'est vos débuts de chanteur. Alors, c'est ça. Il a fait un concours étonnant avant de chanter, Paul Anka. Il a gagné un concours consistant à réunir le plus grand nombre d'étiquettes de boîtes de soupe en conserve. Et après, il a chanté. Ça, c'est drôle. J'ai pas fait ça, moi. Non. Mais vous auriez pu participer à ce concours et peut-être débuter. C'était venu comment, ce concours du Salon de l'Enfance? Ah, mais parce que moi, j'adorais aller au Salon de l'Enfance. J'y allais tout seul. Ma mère me laissait y aller tout seul. C'était à la porte de Versailles. Et puis, j'aimais bien. Je prenais des revues, des brochures, des trucs. Ah ouais, j'étais très môme par rapport à ça. Et puis, je vois, une salle de spectacle. Et puis, où il y avait ça, je me suis inscrit. Je sais pas ce qui m'a pris, hein. Je me suis inscrit, je me suis dit, voilà, moi je suis concurrent, là. Et vous n'avez jamais regretté de ne pas aller à la finale? Non, j'ai jamais regretté, parce que j'étais pas du tout convaincu à cette époque-là, c'est venu après, que ça allait être ma voix, hein, pas du tout. Votre voix, elle a continué, justement. Oui. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 19 novembre 1977. À tout de suite sur Sud Radio avec Michel Jonas. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, je précise que c'est la 800e émission aujourd'hui. Vous êtes mon 800e invité, Michel Jonas. Moi, je suis fier de vous recevoir pour ce nouvel album dont on va parler. Et puis, on va parler d'un autre album qui a été enregistré le 19 novembre 1977.
C'est l'album Théâtre de Léville. Ouais. Alors, cette date est un tournant pour vous, juste avant d'entrer en scène. Très important, d'abord parce que c'était la première fois que les gens venaient pour moi, dans une salle de spectacle. À 18h30. Oui, à 18h30, 19h30. Or, avant, vous savez comment on apprend son métier ? On apprend son métier en mettant les pieds sur une scène. Et donc, j'ai eu la chance, à l'époque, c'était très répandu, ça l'est un peu moins aujourd'hui, mais ça l'était, c'est-à-dire qu'il y avait les premières parties. J'ai même connu l'époque où il y avait levé de rideau, vedette anglaise, des numéros de cirque. Après, vedette américaine, vous finissiez la première partie. Et ensuite, eh bien, si tout allait bien, vous pouviez être vedette. Et donc, moi, j'ai fait ça. J'ai fait des premières parties. J'ai fait avec Mireille Mathieu, avec Stoney Chardin, avec Eddie Mitchell, etc. Orlando aussi. Alors, Orlando, je ne chantais pas. Non. J'étais pianiste et on était parti. C'était la première fois que je retrouvais le pays de mes origines, puisqu'on est parti faire une tournée en Hongrie. Oui, Orlando, le frère de Dalida, qui chantait d'ailleurs exactement avec le même accent que sa sœur. Voilà. Donc, c'est un beau souvenir aussi, ça. J'aimais bien. Et donc, oui, c'était très important, 77. Pourquoi ? Parce que c'était donc la première fois, c'était quand même une salle de 1000 personnes, ce théâtre de la ville, que les gens venaient me voir, moi, j'étais plus en première partie. Et il s'est passé effectivement un truc très important. Avant d'entrer sur scène, donc j'avais déjà mon troisième album, c'est-à-dire celui où j'étais complètement auteur-compositeur, avec du blues, Je veux pas que tu t'en ailles, etc. J'ai eu un trac, j'ai vraiment eu un trac. Et là, très vite dans ma tête, je me suis dit, ce trac-là, qui devient de la peur, et qui est très négatif, la peur vous sépare, vous éloigne de la joie de chanter. Or, la joie de chanter est une clé très importante dans une carrière. Sinon, ça sert à rien. Sinon, vous faites les choses mécaniquement et ça sert à rien s'il n'y a pas ça. Parce que c'est pas la voix la voix, c'est un instrument. Hein. Bon, c'est pas juste des muscles respiratoires et puis des cordes vocales qui vibrent. Ça vient de l'intérieur, ça vient du cœur. Et pour ça, il faut qu'il y ait une joie. Et donc là, je me suis dit, si je n'arrive pas à vaincre cette peur-là, parce que le trac, vous voyez, il faut une intensité pour rentrer sur scène. Mais celle-là, elle était trop forte. Et je me suis fait un petit cinéma dans ma tête qui a duré quelques secondes, mais qui a été très important parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut m'arriver ? Est-ce qu'il n'y a pas plus grave sur Terre ? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui meurent de faim ? Est-ce qu'il n'y a pas de la misère ? Et moi, je vais rentrer sur scène devant des gens qui ont payé une place pour me voir chanter. Et moi, j'ai peur de quoi ? D'oublier les paroles ? Et alors, ça va être grave ? Vous voyez, tout ça, je vous le dis, mais ça a pris beaucoup moins de temps, en fait, dans ma tête. Et bien, ce truc-là a été très important parce que finalement, je me suis rendu compte que, voilà, je n'ai plus peur. Il peut m'arriver d'avoir le trac, mais je n'ai plus peur. Parce que la peur, c'est quelque chose qui fait que vous vous contrôlez, vous vous surveillez. Est-ce que je suis bien ? Est-ce que je fais les bons gestes ? Est-ce que je chante juste ? Est-ce que je vais pas me planter ? Est-ce que blablabla ? Donc vous êtes plus dans votre... C'est exactement comme un comédien qui n'est plus dans son rôle, mais qui a peur de jouer un personnage, il n'est plus dans son personnage. Si moi j'ai peur sur scène, je ne suis plus dans ma chanson. Je ne suis donc plus l'interprète, je ne suis plus dans les mots que je suis en train de dire, je ne suis plus dans l'intention que j'ai envie de faire passer. Donc c'est mort. C'est un ennemi, vous savez, pour les artistes, la peur. Il y a des gens qui arrêtent une carrière à cause de ça. Et donc, c'est un ennemi, mais qu'on peut vaincre assez facilement avec un certain travail qu'on peut faire. Et sur cet album qui a été donc enregistré le 19 novembre, oui, il y a cette chanson. Une super nana, une super nana. Et un super succès parce qu'à l'époque, c'était un de vos premiers succès parce que le chemin a été long. Je crois qu'il y a eu 5,45 tours qui ont été des échecs, M. Jonas. Oui, des échecs. Et c'était le premier album, effectivement, le premier album signé chez Warner. Et cette chanson était... une chanson signée de Jean-Claude Vannier. Voilà, et dont je ne me lasse jamais. Il y a des chansons comme ça qu'on peut chanter toute une vie. Je me lasse jamais parce que c'est une chanson qui s'adapte à n'importe quelle formule de musicien. On peut la jouer piano-voix, on le fait tout le temps avec Jean-Yves D'Angelo. On peut le faire avec 15 musiciens, avec 3 musiciens, on peut le faire... Et on peut réarranger cette chanson, et puis les gens chantent. Alors ça, c'est très agréable. Ça fait très longtemps que je ne chante plus le refrain, puisque le public le chante à ma place. Donc ça, comme par exemple du blues, il y a des chansons comme ça qui sont très, très agréables. Oui, je m'en suis jamais lassé de cette chanson. Voilà. Et c'est une chanson que je considère comme étant en porte-bonheur. Voilà. Ben oui, parce qu'avant, ça n'a jamais vraiment marché. Alors, on a essayé de vous décourager, mais vous avez tenu bon, et surtout, vous aviez votre chemin et pas un autre, Michel Jonas. Oui, parce que je pense que la clé du succès, c'est pas juste d'avoir envie de chanter. Ça ne suffit pas d'avoir envie de chanter et d'être un chanteur. Il faut une espèce de conviction, mais à toute épreuve, une conviction très, très profonde, très intime, que rien ne peut vous dérouter de cette voie-là. Et que c'est ça... Moi, j'étais persuadé que c'est ça que j'allais faire. Ça allait prendre du temps, ça je le savais.
Donc les découragements ne faisaient que renforcer ma conviction. C'est-à-dire, je me disais, mais ils peuvent me décourager. Moi, je sais que c'est ça que je vais faire comme métier. Donc cette conviction-là, elle est vraiment indispensable. Oui, et moi je me souviens de quelqu'un qui avait le même raisonnement que vous, c'est Michel Galabru, dont personne ne voulait. Il dit un jour, j'étais vraiment le dernier figurant, et je vois au courrier par erreur une lettre d'une vedette. Pierre Perret. Alors il ouvre la lettre directement, il dit c'était la note du gaz. Et il a compris ce qu'était une vedette ce jour-là. Ça, c'est drôle. Alors, cette chanson a marché, mais surtout, vous avez réussi, après 5 échecs, à faire un album en posant vos conditions. Oui, parce que en fait, j'avais tellement dégusté sans citer la première maison de disques, mais chaque chose a sa place. Vous savez, j'ai aucune critique à faire, aucun reproche, parce que je me suis rendu compte, si je regarde en arrière, que chaque chose que j'ai vécue, chaque événement, et chaque rencontre, et chaque musicien, et chaque arrangeur, et chaque producteur, et tout avait sa place, avait son moment important. Mais quand même, quand je suis arrivé chez Warner, c'était donc en 74, mon premier album était en 74, avec Dites-moi et Super Nana, je leur dis, écoutez, je ne sais pas quel pourcentage vous allez me donner, on va signer un contrat, il y a une chose que je vous demande, c'est d'écrire dans mon contrat que je suis mon propre directeur artistique, que personne ne pourra donc m'imposer un choix de chansons, le moment où je vais les enregistrer, où je vais les chanter, le choix de mes musiciens, etc. Et ça, ils ont signé, et ils étaient d'accord pour ça, ce qui fait que depuis, ça n'a jamais changé. C'est-à-dire que j'avais cette conviction intime que si je faisais des erreurs, il fallait que ce soit les miennes, parce que j'en avais fait avant, avec les 45 tours, sous le conseil de certaines personnes, je me suis dit, mais ça va pas. Je savais que c'était pas... J'ai pas écouté ma petite voix, j'ai pas écouté mon intuition, donc je veux bien faire des erreurs, mais que ce soit les miennes, qu'elles soient assumées par moi. Et donc je savais que la liberté était sur le chemin d'un artiste, était un élément très important. Et la liberté, elle existe à travers une chanson que vous venez de citer, c'est Dites-moi. Dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Très belle chanson qui a eu un énorme succès. Alors, pour écrire vos chansons, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ce sont des mois de travail où vous enfermez, Michel Jonas. Là, c'est pareil, excusez-moi, j'ai fait la musique de Dites-moi, les paroles sont de Franck Thomas, un auteur qui malheureusement nous a quittés. Tout à fait. Voilà. Oui, je peux travailler des mois, effectivement, et même des années, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que je travaille tous les jours pendant des années, mais sur les textes, parce que moi, j'écris, mon travail est basé vraiment sur les mots et sur les textes, et les musiques viennent après, quand les textes sont complètement écrits et finis. Et les musiques, ça, pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus physique, de beaucoup plus instinctif, et donc, je peux pas rester très longtemps à composer une musique. Mais les mots, oui, je peux reprendre, j'ai des valises, mais quand je dis des valises, c'est pas une image, J'ai des valises remplies de cahiers, parce que moi j'aime bien écrire sur des cahiers d'écolier, remplies de mes cahiers d'écolier. Vous imaginez que j'ai commencé à écrire mes chansons à partir de 60, mon troisième album c'était 76, 77, du blues. Donc depuis cette époque-là, j'ai écrit mes chansons, et quand je fais un album, c'est pas 12 chansons que j'écris, c'est 25, 26, mais des fois, il y a un début, des fois il y a un couplet, oui mais j'ai pas trouvé le refrain, ou des fois il me manque juste 2-3 phrases, donc je laisse tomber, je laisse dormir le texte, et puis je le reprends, et puis je relis tout. Donc il y a un gros travail quand je commence à vouloir écrire un nouvel album, un gros travail pour moi de me replonger dans le passé, dans l'écriture d'avant, mais j'ai quand même besoin de la nouveauté, donc j'aime aussi la feuille blanche et de partir de rien, mais c'est un mélange de tout ça. Oui, et vous êtes beaucoup plus heureux depuis que vous écrivez des textes qu'avant, Michel Jonas. Parce que je me sens complet, mais ça je le savais, je le savais, mais je savais aussi que j'avais besoin, vous savez, c'est comme les choses importantes dans votre vie que vous reculez. Vous dites non, ça c'est très important, je suis pas prêt pour le vivre. Donc je le savais, donc il fallait que j'apprenne mon métier, et je savais que c'était une étape très importante quand je me sentirais complet. Et moi je me suis senti complet, entier, quand je suis devenu auteur, compositeur, interprète. Mais il y a des gens qui sont simplement interprètes et qui peuvent très bien se sentir entiers. C'est pas du tout une critique. Mais moi, je savais que c'était très important pour moi de devenir auteur, compositeur, interprète, d'avoir mes propres mots, d'avoir ma propre musique, etc. Et parce que juste être un interprète ne m'aurait jamais suffi dans ma vie. Et ça aurait pas été cette voie-là, certainement pas. Mais il m'a fallu quelques 45 tours, 2 albums, le premier et le deuxième, avant de me dire, allez, maintenant, c'est le moment. Eh bien, le moment, ça a été aussi cette chanson. Vous l'avez dit que le public reprend en cœur, c'est du blues, du blues, oui. du blues. Du blues,
Alors, non seulement le public est là, mais aussi les critiques, puisque vous accumulez les disques d'or, les victoires de la musique. C'est devenu presque un phénomène de société. Mais il m'a fallu du temps, hein. Il m'a fallu beaucoup de temps. Et je trouve que ce temps-là a été un luxe, parce que c'est très important de prendre ce temps-là. On n'est pas tout de suite à l'aise dans ses mots et sa musique, quoi. Moi, je suis heureux d'avoir pu faire mes classes. Et puis, c'est pour ça que, oui, le succès est venu progressivement, petit à petit, par des étapes qui, finalement, par rapport à ce que je vous racontais tout à l'heure sur la conviction intime que ça allait être ma voix, ne m'ont pas vraiment étonné. C'est-à-dire que c'était des moments, je me suis pas dit, oh la vache, un gros succès comme ça. Non, je savais que ces choses-là allaient marquer ma vie artistique, mais on peut pas faire un succès ou deux, on le sait bien, c'est banal de dire ça, j'enfonce des portes ouvertes, c'est beaucoup plus facile que d'avoir une longue et belle et fidèle histoire d'amour avec son public. Ça, la clé de ça, c'est que je n'ai pas choisi de chanter pour gagner beaucoup d'argent ou pour avoir beaucoup de succès et pour plaire aux filles. Au début, si. Mais oui, mais au début, on a besoin d'être son propre fan, vous comprenez? On est dans l'ego un petit peu. Parce qu'on sait, c'est une règle qui est comme ça, je ne sais pas si c'est bien, mais on sait que moi, je savais que pour pratiquer mon métier, il fallait qu'il y ait une reconnaissance du public. Voilà, il le fallait. Ça passait par là. Ou alors, ça allait être un peu trop marginal pour moi. Je voulais avoir cette liberté d'avoir les moyens d'enregistrer, d'avoir les moyens de faire un spectacle comme j'avais envie d'en faire, etc. Et ça passait forcément par une certaine reconnaissance. Donc oui, toutes ces étapes-là de succès, des victoires de la musique, de la boîte de jazz, du Palais des Sports, etc., des disques d'or, confortaient mon idée que c'était ça ma voix. Mais j'étais plus dans l'ego. On en a toujours un peu. On est toujours sensible aux mauvaises critiques et sensible aux bonnes critiques, bien sûr. On le sait, quand on choisit d'être artiste, on va avoir à affronter des mauvaises critiques, on va avoir à être heureux de bonnes critiques, etc. Mais finalement, moi, mon bonheur, c'est d'écrire, de composer. Mon bonheur, c'est de chanter, de jouer la comédie aussi. Ça fait partie de ma vie. Donc tout ça... Voilà, j'en suis heureux parce que c'est ce que je voulais faire en fait. Donc je ne me lasse pas. À 18 ans, quand je suis monté sur la scène du Golf Draw d'Henri Leproux dans les années 60 où tous les groupes se produisaient, je me suis programmé dans ma tête, je me suis dit ce truc-là, je veux pas le perdre. Ce truc-là, c'est quoi? C'est cette joie que j'ai bêtement physique de faire de la musique. Par exemple, vous évoquiez Vigon et les Lemons ou le King Set ou mes groupes quand on faisait du rock'n'roll. Ben, ce truc-là, j'ai pas voulu le perdre. Et c'est vrai que je triche pas avec ça, c'est pas pour frimer, hein. Mais moi, quand je monte sur une scène, j'ai 18 ans, quoi. J'ai ce même plaisir bêtement physique d'être avec des potes sur une scène, de partager de la musique et d'avoir en plus le bonheur d'être écouté, d'avoir des gens qui écoutent et qui peuvent être touchés par ça. Et notre bonheur, c'est de vous écouter dans ce nouvel album dont on va parler dans quelques instants, avec la date du 15 janvier 2021. Eh oui. À tout de suite sur Sud Radio avec Michel Jonas. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Michel Jonas. Une date le 15 janvier 2021, nouvelle version d'un album dont le titre est aussi celui d'une chanson, une chanson surprenante. Ils ont voulu comprendre le mécanisme qui rend possible à l'ouïe humaine le chant des cigales en été. Le tympan, le marteau, l'enclume, le vestibule, les sons dans l'air qui se propagent. La Méouge, le Rhône, la Durance, c'est une chanson parlée, étonnamment, Oui. Michel Jonas. Oui, c'était pas mon intention au départ, mais j'aimais beaucoup le texte que j'avais écrit, qui faisait 3 pages. Donc je me suis dit, c'est impossible. Et puis qui n'avait pas de rime, et je me suis dit, mais c'est impossible de faire une chanson. Et pourtant, j'aimais bien cette idée, cette histoire, ce lien avec la nature, et ce lien avec le feu qui dit à celui qui le regarde, mais que tu crois que je suis pas la flamme, je suis le nuage. Moi, je vais m'envoler, je vais toucher le ciel, je vais aller avec les oiseaux, etc. Et je me suis dit, ben pourquoi pas le parler, ce texte-là. Alors donc je l'ai vraiment résumé, hein. Il y avait 3 pages, j'en ai fait qu'une, et je l'ai résumé, je l'ai dit. Mais je l'ai dit rythmiquement, ce qui n'est pas une nouveauté au jour d'aujourd'hui, hein, bien sûr, de rythmer un texte en le disant. Et pourquoi ce texte sur le Rhône, la Durance, la Méouge? Ça, c'est parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des noms de rivières qui étaient très beaux. Vous savez, des fois, c'est juste des noms qui peuvent me donner l'idée d'une chanson. Mais la Méouge, parce que
J'avais à une époque une petite maison dans un petit village qui s'appelle Éour et qui était donc dans les Alpes du Sud. Et pour y aller, quand je prenais la voiture, c'était au-dessus de l'Aragne, Gap, l'Aragne, etc. Et eh bien, je longeais la vallée de la Méouge, qui est une petite rivière, et j'adorais cette petite rivière, et le nom est très beau. Et quand vous regardez et que vous écoutez les noms des fleuves ou des rivières, c'est très musical, ça coule, comme l'eau de ces rivières, ça coule. Donc moi, je suis sensible à la musicalité des mots. Et puis effectivement, comme vous en êtes rendu compte, il y a l'élément eau qui est très important dans cet album. Exactement. Remarquez, avoir un texte fleuve pour des chansons parlant de rivière, c'est logique. Exactement. Alors, il y a une autre chanson aussi dans cet album et qui est très très belle. C'est On était bien tous les deux et on n'était pas bien quand vous n'étiez pas là. Ah, c'est gentil. On était bien tous les deux, rien d'autre à faire que de laisser le bonheur nous remplir de sa lumière. C'est qu'on était bien tous les deux et vous n'étiez pas bien sans votre plume. C'est pour ça aussi que vous l'avez reprise, Michel. Là, effectivement, vous avez raison. Ça commençait à me titiller vraiment, à me manquer vraiment, parce que j'ai besoin de ces moments-là. J'en ai autant besoin que de chanter et d'être sur une scène physiquement. Mais ce moment d'intimité, d'écriture tranquille, oui, ça me manquait. 8 ans, c'était beaucoup, oui. Et là, donc, vous avez repris le travail après beaucoup de théâtre, parce que finalement, il y a eu ces dernières années, la vie est une tarte aux pommes, les fantômes de la rue Papillon, et au départ, vos fans ont été surpris quand vous avez commencé au théâtre. Je crois que c'était avec Didier Caminca il y a très longtemps. Ah non, c'était pas. J'ai pas fait du théâtre avec Didier Caminca. Vous avez fait un film avec... Oui, mais j'avais un tout petit rôle. C'était Rien ne va plus. Il m'avait donné un tout petit rôle d'un chanteur qui était dans le couloir d'un métro. Voilà. Et ensuite, il y a eu un film avec Elie Chouraki, Qu'est-ce qui fait courir David, etc. Mais moi, avant de chanter, je prenais des cours d'art dramatique. Oui. En fait, j'ai commencé avec ça. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a jamais quitté. Et puis Brel, j'ai été le voir tous les soirs à l'Olympia. Je l'étais le voir tout le temps. Il y avait ce qu'on appelait, vous avez peut-être connu, quoi que vous êtes plus jeune que moi, les promes noires à l'Olympia, où on payait 5 francs et où on était debout au fond de la salle. Moi, j'allais voir Brel. Et Brel, c'était quoi? Donc, c'était un chanteur-acteur, mais même sur scène. L'interprétation, c'est de jouer, c'est d'incarner un personnage, c'est de jouer la situation. Donc, si vous voulez, dans mon esprit, c'était clair qu'il y avait un vrai lien entre l'acte de chanter et l'acte de jouer. Voilà, et de l'interprétation. Donc, c'est pour ça que ça a été toujours très important pour moi de jouer la comédie. Oui, et Brel changeait de chemise 2 fois en 45 minutes, tellement il... C'était incroyable. Et les cours de comédie, vous avez pris, je crois, dans une maison de la culture. Dans une maison de jeunes, MJC. Voilà, et on vous a dit, bon, finalement, vous êtes plus doué pour la chanson que pour le théâtre à la fin. Non, vous avez une voix plus proche pour la chanson. Ah non, on m'a pas dit ça. On m'a pas dit ça, non. Le professeur qui s'appelait Guy Kayat, qui est décédé depuis, il m'avait fait apprendre un texte comme ça. J'étais venu parce que c'est ma sœur qui m'avait amené là, et il m'avait dit, bon, tu apprends ce texte pour la semaine prochaine. C'était tous les mardis soirs. Et j'avais appris ce texte qui disait malgré notre surprise et mon insuffisance, je vous obéirai, Seigneur, sans complaisance, et mes bas le respect qui pourrait m'empêcher de combattre la vie vous semblez pencher. Et en écoutant le texte, le metteur en scène, donc, puisqu'il a été metteur en scène aussi, m'a dit que j'avais une bonne voix. Voilà. C'est ce que j'ai retenu. Mais il m'a pas dit tu es plus doué pour la musique. Ce qui s'est passé, c'est que la musique, quand elle m'a pris, quoi. Et puis elle m'a emporté. Et puis voilà. Et puis ça a été une belle histoire d'amour. Mais j'ai jamais voulu quitter cette chose de la comédie, quoi. Voilà. C'est pour ça que souvent, entre les chansons, je raconte des histoires, je fais des petits sketchs, et puis j'ai joué. Alors, vous me parliez de théâtre. En fait, j'ai joué au théâtre avec Guy Kayat, justement, qui m'avait engagé comme comédien dans une pièce qui s'appelait, par exemple, Le Temps viendra. J'avais 18 ans. Le Temps viendra de Romain Roland. Mais la première vraie expérience, c'était Abraham, une pièce que j'avais écrite et que j'ai joué. Sur votre grand-père. Sur mon grand-père, Abraham, oui. Et puis il y a eu un film très important aussi pour vous, c'est Le Testament d'un poète juif assassiné. Oui, Le Testament d'un poète juif assassiné. Oui, malheureusement, ce film n'a pas tiré du roman, donc très beau roman d'Elie Wiesel, Le Testament du poète juif assassiné. Franck Cassinti avait mis en scène. Oui, ça m'avait beaucoup touché parce que c'était relié à mes origines. On avait été tourné. Bon, enfin, voilà. Oui, c'était une très très belle expérience.
Alors, les expériences, ça continue avec les mêmes, puisque là, pour ce nouvel album, vous avez fait une reconstitution de Ligue qui n'est pas dissoute, avec Jean-Yves D'Angelo et Manu Katché. Et Manu Katché, on a commencé ensemble. En fait, on était déjà ensemble au Palais des Sports en 85, et même avant. On a commencé, je crois, en 82, en 83, avec Jean-Yves et Manu Katché. Oui, oui, tout à fait. Et puis est venu se joindre à nous Jérôme Regard à la basse. Ça, c'est Manu qui l'avait choisi, à la guitare Hervé Brault, et puis nos cuivres, et puis une équipe technique à laquelle je suis fidèle depuis des années maintenant. Vous savez, je crois que pour réussir une vie d'artiste, il faut avoir évidemment le feu, c'est-à-dire la passion, c'est-à-dire le plaisir, c'est-à-dire le bonheur, l'inspiration, évidemment, le plaisir de chanter, d'être sur une scène, et le talent de savoir bien s'entourer. Et je crois que je l'ai eu, ça. J'ai eu toujours dans ma vie des très bons musiciens, des techniciens, etc. Bon, ça, je suis fier de ça. Oui, et puis la fidélité, qui n'est pas si courante. Non, c'est vrai. Alors, juste la fidélité, vous en parlez, ou l'infidélité elle est dans une chanson. Baby, c'est la crise. Une chanson de rupture qui parle un peu de la lâcheté des hommes. Mais je crois que c'est ça, c'est surtout ça, oui. J'ai déjà remarqué que les hommes peuvent être, et je me mets dedans, on peut avoir cette forme de lâcheté, mais qui est une lâcheté qu'on peut comprendre. C'est-à-dire que commencer une histoire d'amour est beaucoup plus facile que de la terminer, et qu'on a toujours un peu peur de blesser, de faire du mal, voyez, par rapport à la susceptibilité, etc. Les femmes sont beaucoup plus directes. C'est quand c'est fini, etc. Donc, effectivement, c'est beaucoup plus une chanson sur un homme qui trouve le prétexte de la crise ambiante pour dire, tu comprends, regarde autour de nous, quoi. C'est tellement la crise, c'est normal que ça n'aille plus entre nous. Mais en filigrane, il y a la crise de la société, justement. Et il y a aussi ça, bien sûr. Ça vous a marqué, ça, parce que vous qui observez la société en permanence, vous devez être touché par tout ça, Michel Jonas. Par ce qui se passe en ce moment, oui, mais c'était avant. Oui. C'était avant le mois de mars, effectivement. J'ai été touché comme tout le monde. Par ce qui s'est passé, et comme tout le monde, j'ai ressenti beaucoup de compassion pour tous ceux qui ont souffert et qui souffrent encore, beaucoup d'admiration pour ceux qui nous soignent, pour le personnel hospitalier. J'adorais le moment où à 20h on se mettait à la fenêtre. En plus, comme les applaudissements me manquaient, je m'imaginais que c'était pour moi, mais bon, j'aimais bien ce moment où on allait s'applaudir à la fenêtre. Et puis évidemment, par contre, cette peur, je n'aimais pas cette peur, cette anxiété qui est là. Voilà, je trouve ça pas bon du tout, parce que je pense que nos corps sont très sensibles et qu'il faut dire à nos corps que tout va bien. Alors, il se trouve que cet album qui sort, c'est une nouvelle version, parce que pendant le confinement, vous avez fait une nouvelle version de cette chanson. Ça aussi, c'est une chanson particulière et un confinement. Un confinement, mais je ne suis pas le seul. Beaucoup de mes collègues ont fait ça. Un tel manque physique, psychologique, surtout psychologique, de ne plus pouvoir être sur une scène alors que c'est notre respiration, on en a vraiment besoin, c'est comme un sportif. Vous voyez, on a besoin de cette dépense physique et de cette joie de faire de la musique, de cette joie du partage avec le public, que voilà, on enregistrait chacun de notre côté, puis on réunissait tout ça. Techniquement, c'est possible alors que ça ne l'était pas avant, mais vous pouvez pas savoir, quand on faisait de la musique, par exemple pour une émission de radio, etc., on l'a fait, mais ça fait tellement du bien. Et c'est là qu'on voit, en fait, c'est ça qui m'a marqué aussi beaucoup dans cette crise, c'est-à-dire que les gens ont une telle soif de... Vous entendez les gens, bon, il y a des douleurs psychologiques, il y a des drames financiers, des gens qui sont à l'agonie et qui ont perdu des moyens et qui sont au chômage, etc. Voilà. Mais il y a ce qu'on voit, ce qui domine beaucoup, c'est cette frustration de ne pas se rencontrer, cette frustration de ne pas pouvoir aller juste boire un verre, de ne pas pouvoir aller dans un petit resto pour partager un repas. C'est là où on voit à quel
où on mesure l'importance de la communication et des liens entre les êtres humains, puisque nous sommes une famille. Et on s'en rend compte de ça quand on a le manque de ça. Ouais. Et d'ailleurs, vous avez reporté votre tournée Groove, Oui. parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. D'ailleurs, Exactement. Groove, d'ailleurs, dans l'argot des musiciens de jazz, ce mot existe. Depuis le début du XXe siècle, c'était dans la musique populaire noire américaine que le mot est né. Ah oui, ça certainement. Et ça désignait quoi, vous le savez? Vous Ça êtes désigne, renseigné? oui, c'est une expression anglaise qui signifie dans le sillon. Ah. Et dans le rythme. Et dans le rythme. Voilà, et c'est parti de là, Exactement. et ça a évolué. Alors, une autre chanson de cet album qui évoque un sujet qui vous est cher depuis longtemps, c'est la planète bleue, la Terre. Ah oui. Nous voilà enfin sur la planète bleue. Et la vie enfin devient le bonheur pur. Et l'instant présent, le vivant. Et enfant, vous étiez déjà fasciné par les étoiles, le ciel. Oui, Michel c'est vrai, parce que ça, c'est un souvenir que j'ai, parce qu'on me demandait pourquoi j'ai créé une petite maison d'édition littéraire spécialisée dans le développement spirituel, dans la spiritualité, etc. Et souvent, on me demande à quand ça remonte. Et je pense que la spiritualité, c'est une question qu'on se trimballe, c'est une question qu'on a à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? C'est quoi cette immensité? Et je me souviens de ça. J'étais môme, je me mettais à la fenêtre, justement, là, à Drancy, dans ce petit appartement, et je regardais les étoiles, je me dis, mais c'est dingue ce truc-là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que je fais là-dedans? Vous voyez, là, j'arrive à mettre des mots d'adulte, mais dans une tête d'enfant, c'est pas des mots, c'est juste, mais qu'est-ce que c'est que ça? On me dit pas tout, on me raconte pas tout, il y a un mystère, il y a une immensité, et je fais quoi dans cette immensité-là? Donc, vous voyez, c'était déjà un questionnement et un émerveillement. Je pense que, voilà, ça doit être ça, la spiritualité. Essayer de répondre à des questions qu'on se posait déjà quand on était môme. Et vous dites toujours que pour étonner le public, il faut vous étonner vous-même, Michel Alors, Josse. oui, ça c'est vrai que je me suis imposé ça très vite. Je me suis dit, je suis condamné. J'avais employé ce mot-là, je me rappelle, au tout début de ma carrière, au premier album. Hein. Donc ça fait un bout de temps, ça fait pas mal d'années que je chante. Je me suis dit, je suis condamné à surprendre. Mais ça voulait pas dire uniquement je suis condamné à surprendre pour étonner les gens qui vont m'écouter et qui vont pas être lassés. Il y a ça compte. On peut pas refaire les mêmes chansons qu'on a fait il y a 2 ans. Mais surtout parce que je savais que la clé pour moi, c'était de préserver cette joie, ce plaisir que j'ai de faire mon métier, parce que c'est ça la clé du bonheur. Hein, c'est pas en fait, la réussite n'est pas le bonheur. On n'est pas heureux parce qu'on a réussi. Par contre, être heureux peut amener la réussite. Donc, non, mais c'est ça. Moi, je fais mon métier avec bonheur et je voulais préserver ça. Et je savais que pour préserver ça, il fallait que je sois toujours excité par la nouveauté. Eh ben nous, on préserve le bonheur d'écouter cet album, la Méouge, le Rhône, la Durance avec ses chansons, et puis continuer surtout à nous apporter du bonheur à travers vos chansons. C'est très gentil, merci beaucoup, merci de m'avoir accueilli. Et c'était un bonheur, et ben les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.